Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. Aujourd'hui, avec moi Philippe Fitzgerald. Philippe, bonjour. Bonjour Nance. Merci beaucoup d'être avec nous. Manu Bielicki, Manu, bonjour. Salut. Merci beaucoup également d'être avec nous aujourd'hui. On va enfin débriefer une victoire. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait dans Tribune Mayol. Cette belle victoire face à La Rochelle, c'était samedi soir du côté de Mayol. On va parler de la semaine qui vient de s'écouler avec beaucoup d'actu. On va y revenir. Et puis, on se penchera sur la réception de l'UBB juste avant les vacances. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Il fallait absolument gagner, messieurs, hein. Ça, c'était très clair, après la déconvenue en Coupe d'Europe. C'est fait, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral pour les joueurs et pour les supporters. Philippe. Oui, beaucoup de bien, je pense. Beaucoup de bien avec une équipe qui a été beaucoup critiquée depuis la Coupe d'Europe, depuis le mois en fait, de la Coupe d'Europe. À mon sens, une équipe qui s'est retrouvée, qui s'est soudée dans les vestiaires de Berg, qui a dû se parler et trouver des solutions. Et je pense que de revenir à Mayol et de gagner devant un stade pratiquement plein, et de gagner de cette manière, dans le sens où ils sont allés chercher des victoires, revenir de derrière pour 2 fois, et de marquer sur ce ballon porté, finalement de pousser les Rochelais à la faute sur ce dernier ballon porté. À mon avis, c'est ça qui fait du bien à l'équipe, d'avoir poussé les Rochelais à la faute sur le dernier mêlée. Taper en touche, sécuriser les ballons en touche sur le lancer au fond, il me semble. Après pousser donc ce gros paquet Rochelais à la faute et après marquer les 3 points. C'est parfait de terminer comme ça. Je pense que c'est un signal que c'est une équipe qui est capable de mettre en place du rugby sur des bases solides, et ce qu'ils ont démontré à la fin avec une mentale, à mon avis, démontrée et évidente. On y reviendra sur ce peut-être un peu de disparité entre les avants et les 3 quarts du côté du RCT. Manu, comment vous avez vécu ce match, cette fin de match, et puis surtout le moral est remonté un petit peu du côté des supporters, ça, vous avez... match stressant, hein, parce que on part très mal, quoi. D'être mené 13-0 par La Rochelle au bout d'un quart d'heure, c'est toujours compliqué. Donc on est revenu dans la partie sur les fondamentaux. On a vu que derrière c'était un peu ça grinçait un peu 2-3 fois par 2-3 actions, 2-3 passes dans les chaussettes, qui nous a pas permis de marquer un essai qui aurait pu rapidement nous faire recoller au score. Donc voilà, et après oui, c'est vrai qu'on revient bien. Et bon, il y a des faiblesses, mais on a surtout cette grosse force de revenir, et je pense que ça va être très fédérateur pour le groupe, parce que voilà, comme on dit, ils étaient critiqués, ils étaient attendus au tournant. On passe par la petite porte, mais en Coupe d'Europe, on est sorti par la petite porte sur des fins de match un peu contre nous. Ça tourne, c'est bon signe, et voilà, il faut voir le verre à moitié plein. Alors, si on reprend le contexte du match, une composition d'équipe qui paraissait attrayante pour le RCT, qui retrouvait un petit peu, hormis quelques absents, essentiellement Charles Olivon finalement, mais des joueurs qui étaient redescendus un petit peu au dernier moment. Il y avait quand même une grande interrogation, c'était sur le poste de numéro 10. Jérémy Saint-Zel qui enchaînait avec cette charnière avec Ben White, là où Enzo Hervé est resté sur le banc tout le match. Comment vous avez trouvé Jérémy Saint-Zel ? Il s'est fait contrer très vite, après derrière il est resté peut-être dans des choses un peu plus simples, mais et surtout c'est un peu cette interrogation autour du numéro 10 dont Pierre Mignoni a entretenu le suspense en après-match, hein. Il n'a pas vraiment délivré les réponses de pourquoi, du comment. Oui, je t'en prie. Non, après il y a des choses qui se passent dans le groupe, elles doivent rester dans le groupe, hein, dans une équipe de rugby, c'est comme ça. Après, moi sincèrement, Jérémy Saint-Zel, je l'ai pris comme parce que c'est un gros défenseur, on va dire un meilleur défenseur que Enzo Hervé. Donc on savait que les Rochelais allaient nous rentrer dedans. C'est leur façon de jouer aussi. Donc on a préféré, je pense que Pierre a préféré mettre un meilleur défenseur. Il n'y a rien pour Enzo Hervé, et il anime très bien le jeu, mais sauf que on sait que défensivement Jérémy est un poil au-dessus. Après il y a aussi ce petit côté, on va dire, ce petit côté symbolique. Jérémy Saint-Zel a joué à La Rochelle, donc ça redonne un petit peu plus d'envie à Jérémy, même si je pense qu'à ce niveau-là ils en ont, quoi. Mais voilà, après le mystère d'Enzo, je pense pas qu'il y ait un trop gros mystère. Il va jouer, je pense que contre Bordeaux il sera sûrement présent, et voilà, et après ce qui se passe dans le groupe, ça reste dans le groupe. Sur l'entame de match, Philippe, est-ce que, justement, on l'a dit dans le début de l'émission, cette équipe était très attendue, le RCT est très attendu. Il y a cette entame de match, on peut le dire, un peu catastrophique, 13-0 au bout d'un quart d'heure face au double champion d'Europe. Ça démarre plutôt mal. Est-ce que vous l'expliquez aussi peut-être par un peu trop d'attente, un peu de stress, un peu de, comment dire, un peu d'appréhension finalement dans ce début de match?
Sans doute, parce que à la télévision, j'ai vu le match à la télévision, et en réalité, on a l'impression que le couloir qui mène des vestiaires jusqu'au tunnel de Mayol était sans lumière, en fait. Et on entend les cris de motivation, et on voit les joueurs qui se tapent un peu dedans. On voit qu'ils sont dans un état de motivation très important. Et je crois que le problème avec l'émotion, parfois, c'est que ça peut déborder et ça peut nous faire, au contraire, sortir d'un match au début. C'est une hypothèse que j'ai, peut-être, pour l'entame du match, pardon, que peut-être un trop-plein, parce que ce sont les joueurs qui ont été mis dos au mur, finalement, très critiqués. Et là, ils reçoivent à Mayol, ils savent que c'est un match où il fallait absolument gagner. Donc on voit la motivation avant le match, ils sont là, et peut-être ce surplein a fait que certains premiers gestes, par exemple, je crois qu'il y a au moins 2 fautes sur les rucks au début du match, peut-être c'est deux pénalités un peu trop d'envie de bien faire, et ça mène à des fautes, et après qu'il a fallu laisser passer cette entame pour en fait revenir un peu à la maîtrise. Et paradoxalement, sans vraiment de surprise, eux, La Rochelle, ont tenu leur rang, malgré des absents, malgré des internationaux, des blessés. Une équipe de La Rochelle qui est séduisante, hein, quand même. Oui, c'est costaud. Et puis, le groupe, le groupe, le banc, quand le banc est rentré, ça nous... Voilà, ça sentait pas forcément trop bon pour nous, parce que quand on voit Skelton, surtout que dans cette bataille des rucks, c'est compliqué de se frapper un colosse comme ça. Mais voilà, on a su avec nos armes, parce que bon, après on n'a pas à rougir non plus. Quand on voit le match de David Ribans, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est au club. Il est fou, il a failli être récompensé par cet essai qu'on a rapidement vu quand même en avant. Moi, j'ai pas du tout crié. Mais on a la sensation que c'est ça qui a relancé, paradoxalement, même s'il a pas été validé, à Argne, son envie, ça a relancé un petit peu les Toulonnais. On était sur des temps forts. Ils étaient bien, mais ça les a... Après, c'est sûr que s'il y a eu cet essai, c'est sûr qu'on aurait peut-être eu une fin de match plus sympa à vivre. Parce que bon, à la fin, c'est vrai que il y avait un peu plus d'écart à ce moment-là. C'est compliqué. Et oui, parce qu'on faisait vraiment le break, là. Donc, mais bon, voilà, non, La Rochelle, ils ont eu un début de saison difficile, je pense, avec la Coupe du Monde. Comme, beaucoup d'absents, comme tous les clubs qui sont impactés par le 15 de France. Et là, on sent que ça se remet en route et qu'ils seront là. Ils seront là avec nous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment vous analysez-vous cette un peu cette disparité? On a eu la sensation qu'il y a eu, notamment sur le début de la seconde période, la première action, dès le coup d'envoi, on bloque les joueurs hauts, on récupère une mêlée dans le camp Rochelet. On a senti que le 8 de devant était très conquérant, très musclé. Et derrière, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On a vu un bel essai, certes, marqué par Ben White, avec du vrai jeu de 3/4. Ça a été un peu la seule éclaircie dans une soirée un peu difficile pour les 3/4. Là où devant, on parlera de David Ribans, mais il y en a eu d'autres, Teddy Bobigny notamment, ont été très bons. Est-ce que vous avez la sensation que pour l'instant, c'est une équipe à 2 vitesses, entre le 8 de devant et les 3/4? À 2 vitesses. Je pense que dans un match, il y a toujours les moments forts, les moments faibles à gérer. Maintenant, équipe à 2 vitesses. Bon, je pense que, comme Manu a dit, il y a ce moment où La Rochelle met les remplaçants, très costauds. Et donc, je pense que, d'après la presse, après ce qu'on comprend, c'était le tactique de La Rochelle, c'était de faire rentrer le banc et après faire mal à Toulon à ce moment-là. Et donc, c'est une tactique qui a failli marcher. Voilà, Skelton qui rentre, il est tellement massif que tout le paquet est construit autour de lui. Donc après, je pense qu'on ne peut pas être 4 minutes sur les temps forts. Après, l'essentiel, c'est de bien gérer les temps faibles. Il va en avoir. Et je crois que, certes, Toulon a subi sur certaines actions. Lorsque La Rochelle revient, marque l'essai des pénalités, c'est vrai qu'il y a vraiment danger. Mais encore une fois, ils ont su trouver la solution pour revenir. Et ce n'était pas gagné. Et je pense que lorsqu'on revient sur les matchs de Coupe d'Europe, peut-être il y a une différence notable. C'est-à-dire que le match contre Exeter, ça se perd à la fin. Le match contre Northampton se perd à la fin, mais là, ça a été gagné avec une équipe qui a eu le mental de trouver les solutions sur les conquêtes. Donc, je pense qu'il y a vraiment du positif à retenir. Ouais, après, pour avoir un beau jeu derrière huilé, il faut de la confiance aussi. C'est pas en ce moment le maître mot. Devant, on va dire que moins besoin de confiance. Devant, c'est plus d'envie. Donc voilà. Après, il y a aussi des compos qui changent aussi régulièrement. Je veux dire, au centre, alors à l'aile, c'est en train de s'asseoir, on va dire. Mais au centre, on a changé. La charnière a de nouveau changé. La charnière encore a changé. Bon, voilà. Après, on a vu un bel essai. Voilà, dès qu'ils se sont
Dès qu'on se file le ballon dans les mains, c'est plus simple que quand on le file dans les pieds. Mais voilà, et heureusement, on s'en sort bien, parce qu'à chaque fois, il y a eu c'est sur des deux belles offensives où, qui se finissent mal. Il y a 2 avantages pour nous, sinon ça va encore à laisser de côté La Rochelle, quoi. C'est vrai que c'était un peu frustrant, mais ça va venir avec le temps, avec les victoires. Là, déjà, peut-être qu'il y aura sûrement plus de jeux contre Bordeaux dimanche prochain. Et donc, on va dire qu'il fallait recentrer sur les fondamentaux samedi. Ça a été une réussite. C'est une réussite, et je pense que au niveau esthétique, pour l'instant, c'est pas la priorité. Je pense que l'essentiel, c'est la victoire, c'est tout. Parce que dans une saison, et pour aller au bout, sur une coupe, sur une trophée, il n'y a pas la place pour dire comment les victoires ont été acquises. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, au cœur de l'hiver, il faut aller chercher ces victoires, et que c'est l'essentiel. Et que les choses sont, je pense, en train de se mettre en place. Ok. Écoutez, messieurs, on va marquer une courte pause et on va ensuite rentrer un petit peu dans le détail des performances et puis sur l'actu de la semaine dans la deuxième partie de Tribune Mayol. De retour pour cette seconde partie de Tribune Mayol. Messieurs, je vous propose qu'on analyse un petit peu, peut-être plus en détail, 2-3 performances. On va parler évidemment de Melvin Jabinet. Il a passé la dernière pénalité, celle qui offre la victoire aux Toulonnais. Il a fait un 100%. C'est le paradoxe, parce que dans le jeu, on n'a pas encore peut-être le Melvin Jabinet qu'on aimerait voir, celui de l'USAP ou de ses débuts au Stade Toulousain. Oui, après on le sait que au pied, coup de pied arrêté, c'est une valeur sûre. Là, c'est pareil, besoin de repères. Il fait aussi une semaine un peu compliquée. Je veux dire, il monte à Paris, il redescend, il n'est pas pris. Bon, il y a aussi les émotions, c'est des êtres humains, donc il y a ça aussi à gérer. Et puis voilà, il est quand même attendu au tournant. Il y a un peu de pression. On disait, l'équipe est sous pression. Lui, individuellement, il doit aussi un peu s'en mettre parce qu'il revient ici et il le sait très bien, qu'il ne fait peut-être pas des matchs 100% encore. Bon, voilà, il y a cette campagne européenne qui a remis du doute. Donc, bon, voilà. Mais après, s'il fait 100% à chaque match, voilà, on ne va pas le changer. Pierre Mignoni parlait de son duel avec Brice Dulin, qui lui est un joueur très expérimenté, qui a été très bon, Brice Dulin, notamment dans le coup de pied, dans l'occupation, comme on dit maintenant, sur ce match. Comment vous l'avez trouvé, Melvin Jabinet, dans le jeu? Il est encore un peu en manque d'influence. Pierre Mignoni nous expliquait qu'il ne parle pas assez, qu'il ne communique pas assez, qu'il faut qu'il arrive à s'exprimer, ce que faisait très bien justement Brice Dulin. C'est difficile de juger les qualités d'un arrière comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, donc je pense qu'il faut être précis. Moi, je pense que ce que je retiens, c'est avant tout une capacité mentale sur 4 minutes à marquer les points, même sous grande pression. Je veux dire que là, le coup de pied pour gagner le match, déjà c'est un match clé. On vient derrière les matchs de la Coupe d'Europe. C'était très important de se passer ce coup de pied qui en plus est à droite des poteaux, qui pour un droitier c'est pas le bon côté. Et ça passe, donc je pense que c'est un joueur qui a cette capacité de se mettre dans une bulle et de réaliser des gestes techniques très précises et sous grande pression. Et je pense que dans une équipe, ça n'a pas de prix. C'est tellement important. Maintenant, sur le jeu, l'arrière ne peut pas lui-même faire tout le jeu dans une équipe. Il est aussi tributaire d'un grand nombre de facteurs et que c'est l'effectif, le collectif, le jeu de mouvement qui va faire en sorte qu'à un moment donné, chacun peut s'exprimer. Donc peut-être il y a des choses à corriger, améliorer, mais bon, c'est propre, je pense, à chacun. Alors un mot sur David Ribans, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Lui, par contre, a crevé l'écran. Faut rappeler qu'il a accepté en venant à Toulon à renoncer. Il avait une potentielle, il a participé à la Coupe du Monde. Il avait une potentielle carrière qui pouvait arriver en équipe nationale avec le 6 Nations. Il a accepté de rester au RCT et de bonnes nouvelles pour le RCT au vu de ses performances. Ouais, il est monstrueux. Puis alors il est le genre de joueur qu'on aime à Toulon. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce joueur. Alors voilà, on avait Alain Younzé pendant des années là, et là on voit que ça fait du bien d'avoir deux Golgoth comme ça, même si Mathias arrive et tout, c'est jeune aussi. Mais quand j'ai vu la compo alignée avec Brian et David Ribans, c'est vrai que je me suis dit ça va ferrailler. Et il l'a fait, il le fait. En plus, il se relève, il a toujours le sourire, on a l'impression. Il est heureux, on le voit heureux à Toulon, on le voit. Voilà, dommage cet essai parce que... Oui, ça l'aurait récompensé. Ça l'aurait récompensé, mais je crois qu'il a été récompensé par homme du match, sur le réseau aussi. Enfin, donc voilà, il répond à
ce qu'on attend de lui, quoi. Je veux dire, quand ils sont allés le chercher, c'est pour ça. Et pour le moment, c'est vrai qu'il déçoit pas du tout. Et voilà, attention aussi de pas l'épuiser, parce qu'il donne. Je propose qu'on écoute Esteban Abadi. Il nous parle justement de cette dernière action qui a permis aux Toulonnais de l'emporter. On n'avait pas fait de maul de toute la partie. Je pense que c'est une équipe qui a une défense de maul un peu particulière avec des joueurs comme Skelton qui sont difficiles à manœuvrer. On n'en avait pas fait de la partie et du coup on voulait les prendre. Je pense que c'était le bon moment pour en faire un, surtout pour avoir une pénalité à ce moment-là du match. Et ça s'est avéré être payant. On a réussi à l'obtenir et c'est ce qui nous fait gagner le match avec le pied de Melvin. Donc je pense que c'était important de réussir ce coup-là. Et ça va faire du bien, on l'a dit cette victoire. Moi je vous propose qu'on passe maintenant sur les actus de la semaine, parce qu'il s'en est passé beaucoup. On va revenir évidemment sur probablement la plus chaude, celle qui a fait le plus couler d'encre. C'est ce potentiel échange entre Christopher Tolofoa qui partirait du côté de Montpellier et l'arrivée du numéro 10, Garbisi. Alors après le tournoi de destination, puisqu'il est actuellement avec l'équipe d'Italie. Le RCT a mis un peu de temps, mais a démenti dans l'après-midi la sortie de cette information. Ce week-end, Patrice Colazo, interviewé en conférence de presse d'après-match, a envoyé un petit pic à son ancien club en disant que le communiqué l'avait fait sourire, que lui, il était pas trop dans le mensonge, qu'il aimait pas ce genre de choses. Pierre Mignoni a souhaité ne pas vraiment réagir ensuite sur la réaction de Patrice Colazo. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Comment vous voyez ça, vous, et cet échange, comment vous l'avez pris? Je sais que les accros, vous êtes proches aussi de Christopher Tolofoa, c'est l'un de vos parrains. Ouais. Comment vous avez vu ça? Déjà, on l'a laissé tranquille. Il y avait un match à préparer. On a laissé tout le monde tranquille. Des fois, on peut envoyer des petits textos. Alors, c'est vrai. Donc, non, on l'a laissé tranquille. Après, c'est la vie d'un joueur professionnel. À Montpellier qui a un besoin, il y a Toulon qui a un besoin. Si les clubs arrivent à s'entendre, ça va pas empêcher Christopher Tolofoa de rentrer et de faire sa rentrée comme il fallait. Il a notamment il est très bon, Christopher. On peut lui reprocher quelques lancers, mais c'était pas toujours que lui. Ça a l'air de s'être gommé ça revient. Donc voilà. Il y a Dan Bigard avec ce point d'interrogation, que aussi on entend que c'est peut-être une fin de carrière prématurée. Il y a Enzo Hervé, on en a parlé, on ne sait pas. Donc du coup, tout ça, quand on met tout ça, on peut se faire plein de thèses, plein de théories, mais bon, c'est Pierre qui a les clés et je pense que ça va se décanter rapidement. Il y a peut-être un match à passer. Après, il y a une petite trêve, il y a des vacances. Peut-être ça va se décanter, tout ça. Mais voilà, quoi qu'il arrive, on remerciera Christopher s'il doit partir pour tout ce qu'il a donné. Et puis, on accueillera Garbisi comme s'il était toujours là, quoi. Je veux dire, voilà, c'est la vie du sport. On a quand même la sensation, là où on peut quand même être étonné, c'est qu'aujourd'hui, au poste de talonneur, on a Teddy Bobigny, Christopher Tolofoa et Jack Singleton, mais Jack Singleton qui ne va pas rester puisqu'il est en prêt, c'est un joker médical par rapport au retour d'Anthony Triard qui avait l'air d'avoir commencé à faire son retour. On sent que Christopher Tolofoa fait quand même partie des pièces maîtresses de ce club. Le faire partir là maintenant, à 6 mois de la fin de saison, ça paraît étonnant pour un talonneur. Il resterait plus que 2 talonneurs de métier, dont un qui n'est qu'en prêt. Après, je connais pas l'origine de la fuite ou l'information, parce qu'à un moment donné, peut-être c'est une information qui a confirmé déjà et qui est peut-être sortie de manière prématurée. Peut-être en négociation, ça n'a pas été acté, ce qui semblerait le plus probable. Je suis d'accord avec Manu, c'est la vie des clubs, c'est la vie des joueurs, c'est un sport qui est professionnel et que les changements, les accords peuvent intervenir en cours de saison pour qu'un joueur parte et qu'un autre puisse venir, et un échange, c'est toujours possible. Maintenant, un changement en cours de route, oui, effectivement, ce sont les staffs sportifs des clubs qui tiennent les clés. Je pense que Christopher Tolofoa, c'est un très bon talonneur qui est très costaud, qui avance beaucoup ballon en main, qui a une bonne tenue de mêlée. La touche, c'est toujours une affaire collective. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de précision et beaucoup de confiance. Mais ça concerne tout le monde. Donc,
Pour ça, répondre à ta question, est-ce que c'est une surprise? Bon, je pense que les changements, ça appartient à la vie des clubs et la vie des joueurs, et que parfois, même souvent, on ne connaît pas les dessous toutes les raisons. Des dossiers. Après, peut-être que Fizzy va rechausser les crampons aussi, peut-être qu'il y a un scoop et que... Non, mais il y a un autre joueur, un autre numéro 10 à Montpellier, qui lui, hier soir, dans une interview chez nos confrères de Midi Olympique, a fait un vrai appel du pied pour le coup au RCT. C'est Louis Carbonel, évidemment, le feuilleton Louis Carbonel, feuilleton le plus suivi sur la rade de Toulon ces dernières années, qui a sorti une petite phrase, une petite punchline dans un interview chez nos confrères de Midi Olympique. Je retournerai à Toulon un jour. Et il l'a dit. À choisir Garbizi ou Carbonel, si vous avez le choix, Manu. Voilà, il n'y a pas de... voilà, Louis, c'est sûr que... Il faut qu'il revienne à Toulon, c'est sûr que... Alors là, ça serait, pour le coup, La porte est ouverte, on a la sensation qu'il a ouvert la porte avec cette phrase. Lui, ouais, de son côté. Après, côté direction, moi, on n'a pas d'infos, mais bon, c'est peut-être un peu tôt aussi. Peut-être qu'il y a encore quelques mots dans la tête de certaines personnes. Mais oui, c'est sûr que s'il revient, voilà, on va regretter Christopher, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, on va accueillir encore avec les bras encore plus grands ouverts Louis Carbonel. Mais bon, c'est vrai que c'est bizarre, tout ça. On sent que ça travaille en sous-marin. On sent que ça travaille en sous-marin. Et après, voilà, c'est bien et c'est pas bien, parce que moi, j'ai toujours un peu de mal avec ces annonces en pleine saison pour déstabiliser un joueur ou un collectif. C'est un peu... Alors, on n'est pas à la lutte avec Montpellier cette année, parce qu'ils ont fait vraiment un mauvais départ. Mais bon, voilà. Après, c'est bon signe, c'est qu'il y a des bonnes relations entre les deux clubs. S'ils discutent comme ça, c'est que c'est bon signe. Mais bon, voilà, la suite au prochain épisode. Je vous propose qu'on enchaîne parce qu'il reste assez peu de temps. Je voudrais quand même qu'on dise un mot sur ce match face à l'UBB. Bordeaux qui va être privé de 6 internationaux. Les 6 sont dans les lignes arrières. Ils viennent de perdre à domicile face au Stade Français. Ils vont être à la fois revanchards et à la fois un peu affaiblis. Comment vous imaginez ce match pour les Toulonnais qui doivent enchaîner avant la pause? Je pense que c'est la suite. En réalité, il y a le club Toulon qui a marqué un gros coup samedi soir en battant les champions d'Europe. Maintenant, confirmer, c'est très important également, puisqu'il faut rester dans le top 6 et que ça pousse. C'est un vaincu à domicile aussi. Oui, un vaincu à domicile, et ça pousse très fort derrière. Je pense qu'il y a vraiment du monde, des équipes de très haute qualité qui veulent rentrer dans les 6, et que pour y rester, il va falloir gagner samedi soir. Mais je pense qu'ils sont en train de se retrouver. Je pense que même si on revient sur l'année dernière et l'année d'avant, je pense que c'est un club qui est dans une phase, d'abord de reconstruction, d'avoir failli obtenir une qualification énorme et d'avoir failli gagner la Coupe d'Europe il y a 2 ans, de challenge, d'avoir gagné l'année dernière, d'être pour la première fois depuis un certain temps bien placé en top 14. Oui. On a plus de points. On a plus de points qu'on est à mi-saison là. On a 36 points. L'année dernière on en avait 30. Il y a 2 ans on avait. Et puis c'est le seul objectif du club. Il n'y a plus de Coupe d'Europe. Donc maintenant il faut enchaîner. Et bon voilà, Bordeaux, bête blessée. Elle vient de perdre aussi son premier match à domicile avec 6 internationaux qui sont en équipe de France. Donc, mais bon, il faut les rattraper, parce que je crois qu'on peut les rattraper si on les doublait même. Donc il n'y a pas le choix. Il faut enchaîner. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et puis juste avant de se quitter, nous on regarde les résultats dans les autres sports dans le département. Et on va continuer avec du rugby, la défaite du RC HCC face à Blagnac 36-15, le 15 du Coudon qui s'incline lui aussi à Tricastin 19-13. Le SC Noise n'a pas joué ce week-end en football, un match en retard perdu par Fréjus 2-1 sur la pelouse de Chamalières. Défaite de Toulon en futsal 7-1 face à Laval, et défaite du HTV, nouvelle défaite à domicile de 2 points 71-73. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer, on l'espère, la victoire du RCT face à l'UBB.